C'est une belle leçon en fait, parce que t'es arrivé en nous présentant ce jouet, à l'ère qu'on est en train de vivre, là, 2020, où on commence à se questionner, à se dire, bah, est-ce que les robots vont pas prendre une place importante dans notre société? Mais l'humour transcende, l'amour, pardon, et l'humour aussi. L'humour aussi. Salut à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo, voire deux vidéos, pour parler des 3 lois de la robotique d'Isaac Asimov. C'est un auteur de SF plutôt connu qui a créé un gigantesque univers relié par la plupart de ses œuvres, où l'humanité se serait étendue de planète en planète jusqu'à occuper toute la galaxie, et ce au fur et à mesure de 3 cycles, robots, empire et fondation. Et il en fait le récit historique. Il aurait, dit-on, influencé des univers comme celui de Star... Ah non, on a dit qu'on parlait plus et que ça n'existait plus ça. Les 3 lois de la robotique sont, selon le Manuel de la robotique, 58e édition publiée en 2058, c'est une source fiable, les suivantes. Un robot ne peut nuire à un être humain, ni laisser sans assistance un être humain en danger. Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf quand ces ordres sont incompatibles avec la première loi. Un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'est pas incompatible avec la première ou la deuxième loi. Alors je vous laisse un peu de temps pour y réfléchir, les digérer et penser aux conséquences de ces lois. À la fin des Robots et l'Empire, un roman sorti en 1985, Asimov nous présente un robot qui décide, en suivant les lois de la robotique, de laisser la Terre se faire détruire par la radioactivité pour le plus grand bien de l'espèce humaine, selon lui. Donc, d'après lui, ça se tient sur les 3 lois. Pourtant, quelque temps après, son cerveau positronique faiblit et il finit par mourir électroniquement, ce qui arrive quand un robot rompt avec les lois de la robotique. Comment en est-on arrivé là? C'est la question qu'on va se poser dans ces 2 vidéos, grâce tout particulièrement au livre de Jean-Pierre Bellan et Georges Legault sorti l'année dernière, Asimov et l'acceptabilité des robots. On va beaucoup s'appuyer sur ce livre. Ah ouais, et on va spoiler un max les nouvelles d'Asimov, mais je suis assez confiant dans l'intérêt de leur lecture pour croire que ça ne leur fera pas perdre une once d'intérêt. Donc je vous recommande amplement, lisez Asimov, c'est super bien, c'est génial. Go, go, c'est parti. Formidable. Le mot robot vient du tchèque robota qui signifie travail corvée. Il apparaît en 1920 dans la pièce Rossum's Universal Robots de Karel Čapek, 1000 excuses pour mon accent, qui se finit sur une révolte des robots contre l'humanité. Ça me fait aussi penser à cette œuvre On ne schtroumpfe pas le progrès, qui pour moi est une référence centrale dans la littérature. Le robot est une créature esclave créée par un maître pour la servir. On peut évoquer le mythe de Prométhée, le golem, voire Adam, la créature du savant Victor Frankenstein. Chez Asimov, les robots sont créés sur d'autres planètes dans des usines. Ils répondent à un besoin spécifique lié à la conquête spatiale et la colonisation, ce qui justifie leur rôle économique. Ils sont donc conçus pour remplacer l'humanité dans un milieu hostile, ce qui les rend de fait supérieurs à l'humain au sens de plus solide. Sur Terre, ils sont fabriqués par US Robots, entreprise monopolistique qui cherche à convaincre l'humanité de la vertu de son projet. Dans les romans d'Asimov, les robots adoptent progressivement une forme humaine, une forme humanoïde qu'on leur donne, car ça les avantage dans un monde fait à la mesure des hommes. En effet, ça paraît pour Asimov plus économiquement avantageux plutôt que de remplacer chaque objet de notre maison par un cerveau positronique, alors que force est de constater que dans notre réalité il se passe l'exact opposé. Cela explique pourquoi dans l'esprit d'Asimov et dans la suite de notre étude, les robots sont voués pour la plupart du temps à ressembler de plus en plus aux êtres humains, au sens d'adopter l'ensemble de leurs capacités, et donc à terme, de les dépasser. Mais si ceux-ci sont particulièrement acceptés dans la société spatienne, les colonies, ce n'est pas le cas sur Terre où ils sont rejetés et font l'objet d'une vive opposition. Asimov oppose les partisans du progrès technologique comme la docteure Suzanne Calvin, qui voit dans l'avènement des robots un âge d'or débarrassé du besoin, aux fondamentalistes ou médiévalistes qui s'y opposent. Pour eux, la science des robots rend possible l'équivalent d'une apocalypse nucléaire. Asimov est créé au début de la guerre froide, donc il faut bien comprendre le contexte. Les robots finiraient par se considérer comme les égaux des hommes, voire plus, et pourraient décider de s'en débarrasser, un peu comme dans la pièce Rossum Universal Robots. 2. Les lois de la robotique ne suffisent pas pour prémunir les humains d'une telle destinée. Et 3. L'élimination de la frontière entre robots et humains rendrait les lois caduques en ouvrant la voie à la domination des robots sur les humains,
Voilà les 3 arguments que les médiévalistes opposent aux progressistes technologiques. C'est le complexe Frankenstein. Les robots sont vus comme essentiellement par nature mauvais et ils sont rejetés comme tels, et dans ce cas, effectivement, ils se retournent contre l'homme. Les lois de la robotique peuvent être vues comme un programme obligatoirement implanté dans le cerveau positronique du robot. Ces lois morales impliquent un certain nombre de considérations que nous allons explorer. Qu'est-ce que c'est avoir une morale et quelles peuvent être les origines de ces lois dites morales? Puisque l'être humain est au cœur de ces lois, qu'est-ce que signifie être humain? Et quelles limites entre l'humain et le robot? Et quelles sont les implications philosophiques et pratiques de ces lois, et est-ce que finalement elles ne sont pas dépassables? Puisque comme on l'a vu dans notre fil rouge, finalement le robot il finit par défendre au nom de l'humanité. D'après le Trésor de la langue française, la morale est ce qui a rapport aux mœurs, aux coutumes, traditions et habitudes de vie propres à une société à une époque. Elle a donc un caractère situé. Nous avons tous nos façons de juger ce qui est bon ou mauvais. Nous émettons en permanence des jugements moraux. Par exemple, qu'est-ce qui peut nous scandaliser chez un politicien? Il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Donc par rapport à ce qu'on pense, il a profité de sa situation, nos attentes sont déçues. Notre morale est liée à notre capacité de jugement et aux valeurs que nous érigeons en normes, ce que nous souhaiterions voir universellement admis. Pas facile le verbe. Pas facile. Pourquoi ces 3 lois existent? Ça peut être du pur bon sens. Après tout, elles exigent une posture morale suffisante pour que les robots ne servent pas ou ne se servent pas d'armes et n'exercent pas de domination. Ou alors c'est une morale d'esclave. La première loi protège les humains, la deuxième loi fixe l'obéissance inconditionnelle, donc efficace. Le robot devrait même être heureux de satisfaire l'humain. Enfin, la troisième loi peut s'expliquer par le coût du robot. C'est la propriété de l'humain, et on ne veut pas qu'il se détruise ou se mutile. Alors cela pourrait être aussi une transposition de valeurs universelles, ou d'intuition morale. La troisième loi, ça serait simplement l'instinct de conservation. La deuxième, qui maintient les hiérarchies et l'obéissance, ça pourrait être une sorte de conscience sociale, le désir d'un ordre stable. Et enfin, la première loi suggérerait que c'est un bon être humain, qui est prêt à aider l'autre, voire à se sacrifier. On pourrait presque dire que ce sont des principes bienveillants. Les robots doivent se soucier des dommages physiques comme des blessures morales. Certains philosophes narquois enfin diront qu'il s'agit d'une réponse à la volonté de puissance, mais je ne dirai pas de qui il s'agit. Il y a un premier problème métaphysique qui se pose sur la première loi. A robot may not injure a human being or through an action allow a human being to come harm. Critiquez pas mon accent anglais, ok. On peut traduire par nuire et porter atteinte, ou sans assistance et exposer au danger. Et on voit très bien les différences concrètes que cela implique. L'énoncé de cette première loi laisse la possibilité aux robots d'attaquer d'autres robots, mais pas les humains. Cette formulation ressemble aussi beaucoup à l'éthique médicale du primum non nocere où le médecin annonce qu'il dirigera le régime du patient à son avantage, qu'il ne l'empoisonnera pas, etc. Base indispensable d'une confiance réciproque. Vous mettez quand même votre vie entre les mains du médecin, quoi. On peut visualiser ces lois comme des forces à partir de l'entrée de variables dans le cerveau positronique du robot. Je vais prendre un premier exemple pour commencer. Dans la nouvelle Cercle vicieux, on donne l'ordre au robot Speedy d'aller chercher du sélénium. Pourtant celui-ci ne revient pas et se met à tourner en rond autour de la ressource. En fait, il s'avère que l'ordre donné, la loi 2, n'était pas assez impératif, urgent. Le robot est une version améliorée et il a coûté très cher, donc il a un réglage renforcé de son instinct de conservation, la loi 3, et il ne veut pas risquer d'aller chercher la ressource, donc il y a un affrontement entre les deux lois. Afin de débloquer la situation, les protagonistes lui font comprendre l'importance de sa mission pour la colonie, ce qui fait entrer en jeu la loi 1 derrière la loi 2. On peut dire que ce qui différencie l'humain du robot, c'est que l'humain est éduqué et que sa morale se construit et évolue au fur et à mesure, tandis que celle du robot est programmée. Et donc, elle ne change pas, elle fonctionne selon certaines entrées et variables, d'où son intérêt comme objet d'éthique expérimentale. La force de la loi vient du commandement, du but fixé. Ce dernier émane d'une position légitime, on pourrait dire comme un politicien élu dans le système électoral. J.L. Austin parle d'énoncés perlocutoires, qui agissent comme le commandement et la promesse où l'on s'oblige. Je promets quelque chose, je m'oblige.
On peut penser au serment d'Hippocrate, ou encore au rite du mariage, quand on dit oui. Les hommes sont régis par le langage qu'ils utilisent. Mais ce qui donne du pouvoir à un énoncé, ça ne vient pas seulement de sa formulation, du verbe qu'on utilise, de la promesse, du promettre, mais ça vient aussi du contexte dans lequel il est porté. Institution, statut social, ce qui donne le pouvoir dans notre cadre, c'est la seconde loi qui définit l'être humain comme dépositaire légitime de l'obéissance du robot. Dans la nouvelle Le Correcteur, Easy est le premier robot mis à la disposition du grand public. C'est un robot correcteur. Il est prêté dans une fac de sociologie et il sert au professeur. Un jour, on découvre qu'il a modifié le livre du professeur Simon Ninheimer, livre qui pose de gros problèmes à la communauté scientifique du coup, parce qu'il a atténué et changé le contenu, et donc à l'éthique scientifique. Selon Simon Ninheimer, c'est simple, le robot a vu dans son livre des révélations qui pourraient nuire à d'autres et a décidé de les corriger de sa propre initiative. Or, selon le docteur Suzanne Calvin, le professeur ment car cela est impossible. Il est évident que la capacité d'abstraction du robot est insuffisante pour qu'il anticipe les effets du texte sur la société. En fait, le robot peut être forcé à mentir par omission dans le cadre de la deuxième loi, si on lui a donné l'ordre. Et en plus, s'il est convaincu que parler ou dire la vérité fera un plus grand mal, c'est-à-dire fera perdre son statut au professeur. En fait, le professeur qui attaque US Robot en justice lui a donné l'ordre de se taire. Le réel plan du professeur est de discréditer l'usage des robots. US Robot, l'entreprise, est une personne morale, et les robots ne les reconnaissent pas comme des êtres humains. Donc, la loi 1 est très faible. Et la loi 2 est plus forte car cela ferait du tort au professeur de parler. Afin de confondre Simon Ninheimer, Suzanne Calvin conseille au tribunal de le faire parler sur les conséquences qu'aurait eu son texte non modifié sur la société. Au cours de son discours, le professeur parle, le robot se lève pour dire que c'est lui qui a modifié sciemment le texte. Sauf que le professeur ne le laisse pas parler parce qu'il est convaincu, le professeur, que le robot va dire la vérité, va révéler le mensonge, car il lui applique une logique humaine. Il se dit, le robot va vouloir se protéger. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après l'avoir écouté, le robot était prêt à prendre la responsabilité entière pour lui, parce que la loi 1 a joué en faveur du professeur. Le robot a cru que s'il parlait, il allait protéger toute la réputation du professeur. En effet, le discours mensonger du professeur lui a fait croire qu'il était en train de lui nuire, ce qui lui a fait déclencher le mécanisme de la loi 1, et passer de l'omission au mensonge volontaire. Je vais vous donner un autre exemple qui fonctionne sur le même principe dans la nouvelle Effet miroir. Dans cette nouvelle, un vaisseau se rend à un congrès de scientifiques et sur ce vaisseau, une découverte a lieu. Deux personnages s'en revendiquent, le vieux professeur Humboldt et le jeune professeur Sabat. Afin de savoir lequel des deux ment, on va confronter leurs deux robots assistants à une version différente. Au robot du jeune professeur Sabat, on va lui dire « Le vieux professeur Humboldt pourrait perdre toute sa réputation sur ce coup, alors que le jeune professeur Sabat a encore une longue carrière devant lui. Il pourra se refaire. » Or, ce robot ne change pas de version. Puis, au robot du vieux professeur Humboldt, on va dire « Le professeur Humboldt est vieux et installé, et sa réputation n'en souffrira pas. » Alors que le professeur jeune Sabat, il pourrait perdre toute sa carrière sur ce coup et voir sa carrière s'interrompre définitivement. Et ce robot change de version. En gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a confronté les lois 1 et 2. L'ordre donné par l'un des deux protagonistes à son robot assistant de mentir, et la loi 1 qui est de ne pas nuire à un être humain. Dans la nouvelle Satisfaction garantie, le robot Tony est en capacité d'interpréter les ordres de sa maîtresse, Madame Belmont. Il est capable de lui désobéir et même de lui faire la cour en ayant compris que c'était là le meilleur moyen de satisfaire ses exigences tout en lui redonnant confiance en elle, et là ça nous questionne qui est le réel titulaire du commandement de la loi 2. Il faut définir ce qu'est un être humain pour savoir qui a le droit de donner des ordres au robot. Dans L'homme bicentenaire, le pauvre robot Andrew Martin ne peut se défendre face à un groupe d'humains qui l'agresse car il est pris au piège de la deuxième loi, il leur doit obéissance, et de la première loi. Il ne peut pas se défendre au risque de leur faire du mal. Dans la nouvelle Noël sans Rodney, une famille envoie en vacances son robot cuisinier Rodney et prend le robot sophistiqué qui s'occupe habituellement des enfants, Rambo. Malheureusement, celui-ci n'est pas du tout adapté pour l'environnement de la cuisine. Il est donc proposé qu'il reçoive les ordres de Rodney, qui est en vacances, mais
le robot Rambo refuse de recevoir les ordres d'un autre robot. On se retrouve dans la situation où un humain se retrouve obligé d'interpréter les consignes de Rodney et puis de se faire l'intermédiaire auprès de Rambo en prenant le rôle du titulaire de la seconde loi. Dans ce même récit, Rodney interprète les périphrases désobligeantes que l'enfant lui tient à son égard comme face de paix ou cradingue, et il comprend que ça s'adresse à lui. Il est capable de comprendre qu'elle le désigne, même si on pourrait dire qu'il pourrait jouer sur les périphrases et faire semblant de ne pas l'avoir entendu. Et il fait aussi un calcul de projection entre l'ordre de l'enfant, qui veut immédiatement les cadeaux de Noël, et la satisfaction de la famille. Il vaudra mieux attendre le 25. Qu'est-ce qui fait de l'être humain le dépositaire de la seconde loi ? Le robot doit-il obéir à n'importe qui ? Dans la nouvelle Raison, Cutie est un robot qui doit gérer une station spatiale afin d'envoyer de l'énergie aux planètes. C'est un robot exceptionnel pour une situation exceptionnelle. Comme il est très sophistiqué, il est sceptique quant à l'origine de son existence. Comme Descartes en son temps, il applique le doute méthodique. Donc à travers ce doute, il peut confirmer qu'il pense et donc qu'il existe. Mais il doute aussi que la connaissance sensible, le tangible, puisse lui apporter la vérité. Tout autour de la station spatiale, il n'y a que le vide galactique, et rien ne lui indique que sur les petits points lumineux au loin dans l'espace, à travers le vide galactique, il y a des planètes, et sur ces lointaines planètes se trouvent ses concepteurs. Il cherche donc la cause première de son existence. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Sceptique, il ne croit pas les humains qui lui disent qu'ils ont reçu les pièces d'au-delà de l'espace, donc sur ces fameuses planètes, parce que lui, il ne voit que rien, il ne voit que le vide galactique. Alors pour le convaincre, les humains qui ont été envoyés dans la station pour le monter, montent un autre robot devant lui, mais lui, il ne les voit qu'assembler des pièces détachées. Un kit. Et il se demande, aucun être ne peut créer un être supérieur. Parce qu'il se considère comme un être supérieur aux humains, oui. C'est un robot très sophistiqué, quoi. À la manière de Thomas d'Aquin, il décide de comprendre son existence non plus comme causalité, mais en termes de moyens et de fins. Quel est le sens de mon existence ? Et ça m'indiquera dans quel but ai-je été créé. Il trouve un maître transcendant dans le convertisseur d'énergie. Je rappelle qu'il est envoyé sur une station spatiale qui envoie de l'énergie aux planètes. Et ainsi, dans ce convertisseur d'énergie, il trouve un maître transcendant, car c'est celui-là qui lui donne sa fonction. Et ainsi, le robot devient un peu le prophète du convertisseur d'énergie. Mais en fait, c'est assez intéressant parce qu'il court-circuite l'homme dans la seconde loi en obéissant directement au convertisseur d'énergie. À travers lui, il obéit bien la fonction que lui ont donnée les hommes, mais indirectement. En fait, cet affrontement de légitimité-inlégitimité est ancien, et puis on peut penser à Antigone. Le roi Cléon ne veut pas enterrer son frère. Or, ne pas enterrer quelqu'un, c'est terrible, c'est le néant, c'est la catastrophe. Elle confronte l'illégitimité de la loi humaine du roi Cléon à la légitimité de la loi divine, et donc elle va désobéir au roi, car en fait elle le court-circuite dans la hiérarchie des normes, en fait, on pourrait dire. Voilà, donc on a déjà vu qu'il était moins évident que cela pouvait paraître de penser ces lois. Il y a des difficultés d'interprétation sur l'énoncé même, sur la personne qui donne l'ordre, et sur sa légitimité. On a aussi vu que même si ces lois morales ont l'air d'être le produit de notre intuition, elles pouvaient avoir des origines plus douteuses moralement, voire clairement discutables et esclavagistes en fait. Après tout, on est en train de parler quand même de loi morale, d'intuition morale, donc qui pourrait venir de nous, et robot, ça veut quand même dire travailleur à l'origine. Hein. Après je dis ça, je pose ça comme ça. Mais en fait ça nous questionne sur nos propres intuitions morales et les principes qu'on en tire et qu'on érige en absolu. Allez, remuez un peu vos méninges, comme on dit, et suite dans le prochain épisode. A plus.